Pour une petite armée, les divisions, c'est bien. C'est même franchement efficace. Mais pour une plus grande armée, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Alors Napoléon a créé un nouvel échelon, le corps d'armée. Et dans la famille révolution militaire, c'est bien simple, il faudra 10 ans à l'Europe pour s'en remettre. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne de Prusse pour définir l'échelon corps d'armée et comprendre un élément majeur de la guerre moderne. Mais avant de commencer, je voudrais me permettre un petit point méthodologique. Les guerres napoléoniennes sont plus que commentées, alors ne m'en veuillez pas si je ne rentre pas dans certains détails ou si j'ai une lecture orientée des plans napoléoniens. Mon but étant d'illustrer des concepts, je mettrai forcément l'accent sur ces derniers. Du coup, comme d'habitude, je ne chercherai pas à avoir une approche chronologique des batailles de l'empereur. Si vous en ressentez le besoin, je pourrais d'ailleurs tout clarifier en faisant une vidéo sur l'ensemble des guerres napoléoniennes. Voilà. Je vais d'ailleurs éviter d'enchaîner trop de vidéos sur cette période, même si nous aurons l'occasion d'y revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Bah oui, on n'aura jamais vraiment tout dit. Donc, parlons de cette campagne de Prusse 1806. Elle est la première campagne de la guerre de la 4e coalition, mais pour mieux la comprendre, voici un peu de contexte. Après la Révolution, la première coalition a été battue, notamment après la campagne d'Italie de Bonaparte dont nous avons déjà parlé. La guerre de la deuxième coalition, de 1798 à 1802, verra Bonaparte prendre le pouvoir en France tout en sécurisant l'Italie. La troisième coalition intervient en 1805, après la fondation de l'Empire napoléonien. L'Autriche y est écrasée, et la Russie est repoussée suite au succès d'Ulm et d'Austerlitz. Bon, c'est un résumé extrêmement rapide, hein. Mais deux choses nous intéressent ici. L'attentisme de la Prusse, qui va récupérer Hanovre pour sa non-intervention, et la montée en puissance éclair de la France. Et les Prussiens commencent sincèrement à se dire qu'ils vont devoir donner une leçon à ces Français bien impétueux. Car la Prusse se sent de plus en plus pressée par la France. En 3 guerres, elle a mis la main sur tous les Pays-Bas et l'Italie, tout en se créant des républiques alliées à l'est du Rhin. Alors quand Napoléon dissout le Saint-Empire en juillet 1806 pour créer la Confédération du Rhin, la Prusse se retrouve isolée dans son propre précaré. C'en est donc assez. La Prusse rejoint la coalition et s'engage la guerre de la 4e coalition le 1er octobre 1806. Coalition comprenant également la Russie, le Royaume-Uni, la Suède, la Saxe, la Sicile et quelques États est-allemands. Et il faut savoir que les Prussiens sont vus comme les meilleurs militaires de toute l'Europe. Encore auréolés du prestige de la guerre de 7 ans et de Frédéric II, ils méprisent les troupes françaises. C'est à croire que Marengo, Ulm ou Austerlitz n'étaient que des coups de chance. Il lève une armée de 200 000 hommes et s'élance sans même attendre les Russes vers le dispositif français. Mais pour comprendre ces manœuvres, il va me falloir parler de l'échelon corps d'armée. Et là, attention, c'est technique. Durant la campagne d'Italie, Napoléon a eu l'occasion d'expérimenter l'échelon division. L'échelon corps d'armée, c'est celui au-dessus. Et avec Napoléon, un corps d'armée, c'est 2 ou 3 divisions, plus quelques soutiens. Mais la question est, pourquoi faire ? Eh bien, pour une petite armée, la division est suffisante. Elle crée mobilité, facilité d'approvisionnement et couvre plus de terrain. Mais pour une grande armée, c'est tout de suite plus limité. Une division étant de l'ordre de 10 000 hommes, déplacer les 180 000 hommes de la grande armée de 1806 devient vite illisible. Ouais, 18 divisions juste comme ça, c'est pas facile à articuler. Du coup, l'échelon corps d'armée est là pour créer de la cohérence dans le commandement, mais aussi et surtout pour se créer plusieurs mini-armées. Avec certaines conditions, bien entendu. De fait, la capacité de résister à une armée tout entière pour une division ne fonctionnait pas vraiment. En Italie, c'était parfait, le relief interdisant les grandes armées. Mais en Allemagne, c'est une toute autre affaire. Du coup, ce n'est plus à la division, mais au corps d'armée de résister. En fait, ce dernier se comporte comme l'armée d'Italie que nous avons déjà étudiée. Chaque corps d'armée est donc composé d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. Elle est capable de se déployer et de résister pendant toute une journée à une armée adverse. Et bien entendu, les corps d'armée ne doivent être qu'à une journée de marche les uns des autres pour pouvoir se prêter assistance. La cohérence ainsi transmise au corps d'armée permet aux divisions de se spécialiser.
On voit ainsi apparaître des divisions de cavalerie encore plus mobiles et parfaites pour l'éclairage, tout en étant capables de soutenir en force les divisions d'infanterie. Mais pourquoi elles sont maintenues, elles ? Principalement pour continuer à répartir l'approvisionnement sur le pays, mais aussi pour rendre plus faciles les manœuvres tactiques lorsque le combat est engagé par le corps d'armée. Et cet échelon a encore plein d'avantages. Cette articulation permet des manœuvres immenses à l'échelle stratégique, tout en laissant une certaine autonomie aux généraux des corps d'armée. Monstrueux pour l'époque. Les corps d'armée peuvent s'interchanger, les changements d'ailes stratégiques deviennent possibles, et le centre peut tout à fait se réorienter. Bref, l'outil est parfait pour Napoléon, dont l'art est de se déplacer divisé et de frapper concentré. Dernier avantage, les mouvements de l'armée deviennent particulièrement illisibles. Si vous n'en repérez qu'un, vous n'avez aucune idée de sa position par rapport aux autres. C'est comme toucher le porte-avions à toucher coulé. Sauf que là, votre vie est en jeu. Il est alors possible de couvrir un mouvement d'enveloppement d'un ou deux corps d'armée en faisant écran avec le reste de l'armée. J'ai pas compris. Ça tombe bien, la campagne de Prusse est là pour tout illustrer. Je me permets juste de vous présenter l'ordre de bataille d'un des corps d'armée, celui de Davout. L'armée de Napoléon compte entre 160 et 180 000 hommes, répartis entre 6 corps, la garde impériale et une réserve de cavalerie. Le corps qui nous intéresse, c'est le 3e, dont nous reparlerons. Il compte 18 500 fantassins, 1600 cavaliers et 1700 artilleurs, répartis en 3 divisions d'infanterie, 3 régiments de chasseurs à cheval et une réserve d'artillerie. Chaque division est organisée en 2 brigades d'infanterie et a sa propre artillerie divisionnaire. Cette complétude dans le corps d'armée va avoir son importance, car en face, l'armée prussienne n'a pas du tout la capacité de converger de manière cohérente. Il est donc temps de parler de la campagne. L'armée française étant divisée entre la garde du Rhin et celle de la Bavière, les Prussiens veulent la couper en deux en s'élançant vers Francfort. Napoléon s'y attend et concentre immédiatement ses troupes à Bamberg. De là, il souhaite viser Berlin et ainsi couper les Prussiens de leur pays. Et les Prussiens se sont déjà trop avancés. Leurs 200 000 hommes sont répartis en 3 colonnes sans connaître le dispositif français et s'étalent sur 150 km. En 3 colonnes mais plus resserrées, les Français arrivent par le sud et repoussent l'aile gauche à Scheiss et Saalfeld. Désormais, ils menacent Leipzig alors que la moitié de l'armée prussienne est déjà trop à l'ouest. Et cela donne un sacré coup d'avance à Napoléon. Il sait que ses adversaires ne veulent pas être séparés des renforts russes encore loin. Alors à partir de là, il s'attend à ce que les troupes de l'ouest fassent un demi-tour, tandis que les troupes au nord-est convergent vers lui. Bref, il sait où ils vont se réunir. Il va donc jouer une manœuvre en position centrale tout en flanquant le dispositif prussien. Napoléon repère une concentration à Iéna. Ce qu'il ignore, c'est que les Prussiens sont déjà réunis à Weimar, plus au nord. Il envoie 2 corps d'armée vers le nord-est et décide de converger à Iéna. Comme il croit avoir affaire à toute l'armée prussienne, Napoléon converge trop vite à Iéna. Mais il est sauvé par 2 choses. Tout d'abord, ses corps d'armée, trop illisibles, masquent sa faiblesse à gauche. Et ensuite, le corps d'armée de Davout est héroïque. Mais nous y reviendrons. À Iéna, Napoléon converge avec 4 corps d'armée et la garde impériale sur 2 colonnes prussiennes, tandis que Davout passe au nord et va rencontrer sans le savoir la véritable armée ennemie. S'engagent ainsi simultanément les batailles de Iéna et d'Auerstedt le 14 octobre 1806. À Iéna, les Prussiens sont peu conscients de la situation, mais sont en place. À Auerstedt, en revanche, l'armée prussienne est encore en déplacement et s'avérera complètement incapable de se réorganiser. À Iéna, c'est 55 000 Français arrivant petit à petit qui s'opposent à 45 000 Prussiens. Grâce à la convergence de ces corps d'armée, Napoléon a tout un corps menaçant la droite prussienne. Cette menace empêche ces derniers de tenir leurs collines et les force à se replier face à la pression du centre français. En se repliant, les Prussiens offrent leur position tactique, se recroquevillent et laissent même le temps à un nouveau corps d'armée d'arriver. Le corps sur la droite des troupes prussiennes les menace tellement qu'ils n'osent aucune action offensive. L'attaque globale et solide des Français engage tous leurs adversaires. Le nouveau corps offre un appui décisif au centre, brisant le dispositif prussien. La réserve de 15 000 Prussiens arrive au renfort bien trop tard et se retrouve enveloppée par la cavalerie qui poursuivait les fuyards précédents. La défaite est totale pour les Prussiens qui y perdent 25 000 hommes et 112 canons pour seulement 2 500 pertes côté français. Et encore, l'encerclement que devait mener Davout n'a pas eu lieu.
Mais ce dernier avait d'autres problèmes. En effet, à 20 km au nord-est de là, Davout est engagé dans la bataille d'Auerstedt. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avec ses 30 000 hommes, il en affronte 60 000. Vous inquiétez pas, les Prussiens ne le savaient pas non plus. Le corps d'armée cohérent et en place de Davout fait en réalité face à la véritable armée prussienne, mais cette dernière est en déplacement et est totalement inconsciente de la présence de ce troisième corps d'armée. Ainsi, la bataille d'Auerstedt est plus une succession de vagues désordonnées prussiennes contre un dispositif français solide. Après avoir repoussé l'avant-garde de cavalerie des Prussiens, les Français s'installent sur les hauteurs. Bien implantés, défensifs et réactifs face aux différentes tentatives de débordement, Davout gère ses divisions aux besoins des renforts. Les Prussiens, en revanche, peinent à rassembler leurs forces et à déployer correctement leurs troupes qui s'essoufflent en assauts infructueux. Quand une nouvelle division arrive en renfort côté français, les Prussiens se replient. C'est alors que Davout décide de mettre sa pression et les désorganise totalement. Les fuyards de Iéna ajoutent encore plus à la détresse de la scène, et Davout réussit l'exploit non seulement de tenir, mais de mettre en déroute son adversaire, lui infligeant 13 000 pertes contre moins de 5 000. Et là, c'est la débandade. Cette double défaite ouvre la route de Berlin, mais surtout désorganise entièrement l'armée prussienne. Napoléon lance une poursuite qui, grâce à la mobilité de ses corps d'armée, ne laisse aucun répit à son adversaire. Le 27 octobre, Napoléon défile dans Berlin, mais ça ne suffit pas. Il assiège les villes où se cachent des troupes ennemies avec le minimum de force pour poursuivre son avancée et piéger dans ses manœuvres ce qu'il reste. Parce que son but, c'est quand même de vite séparer les Russes des Prussiens. 16 000 hommes se sont réfugiés à Prenzlau. Pour éviter de laisser cette attache à l'arrivée des Russes, 2 corps les avaient harcelés et finissent par les encercler. La démoralisation totale après Iéna et Auerstedt rendront les Prussiens beaucoup moins combatifs et beaucoup plus prompts à la panique, ce qui explique pourquoi de nombreuses troupes et forteresses se rendront assez facilement. Et ce qui devait arriver, arriva. Le 8 novembre, après seulement 39 jours de campagne, l'armée de 200 000 Prussiens s'est évaporée et toutes les places fortes de Prusse occidentale se sont rendues. Mais ça ne suffit pas. Il reste en effet la Prusse orientale et Königsberg, où les Russes sont arrivés en renfort. Napoléon devra mener une nouvelle campagne, celle de Pologne, pour en finir avec la 4e coalition. Bon, inutile de vous dire que le traumatisme est hallucinant côté prussien. Oui, il leur faudra 8 ans avant de pouvoir créer une nouvelle armée, et le nom de Napoléon résonnera si fort qu'il créera un sentiment national allemand. Sans même parler de l'influence phénoménale qu'il aura sur leur pensée militaire. En effet, les corps d'armée, avec leur mobilité, leur adaptabilité et leur indépendance, qui ont quand même permis de cacher une belle erreur de Napoléon à Iéna, vont donner un aspect très géométrique aux manœuvres stratégiques. Et la tendance de Napoléon à frapper fort fera croire en l'absolu d'une bataille décisive capable de régler le sort d'une guerre. Bref, la révolution est totale. Mais pour rendre plus visible l'aspect géométrique, je vous propose d'attendre le prochain épisode. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.